Syrie, Irak, Liban, Yémen, partout au Moyen-Orient, le nom d'Iran est sur toutes les lèvres. Le pays s'est vraiment imposé comme la grande puissance de la région. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette offensive? Un véritable appétit d'empire ou au fond un simple instinct de survie? C'est ce grand paradoxe iranien qu'on va essayer de décrypter ensemble. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. On est le 14 juillet 2015. Imaginez, après 12 longues années de négociations super tendues, l'Iran accepte enfin de mettre son programme nucléaire sous contrôle. En échange, quoi? Eh bien, on lève les sanctions qui étaient en train d'asphyxier complètement son économie. À ce moment-là, c'est un immense espoir qui naît. On se dit, ça y est, l'Iran sort de son isolement. Sauf que, voilà, c'est là que le paradoxe commence. Au moment même où les diplomates sont en train de signer cet accord historique, les gardiens de la Révolution, qui sont l'armée idéologique du régime, eh bien eux, ils font tout contraire. Ils intensifient leurs opérations militaires partout au Moyen-Orient. Alors, on est obligé de se poser la question, c'est quoi le véritable jeu de Téhéran? Est-ce que ces deux approches, la paix d'un côté et la guerre de l'autre, sont complètement contradictoires, ou est-ce que ce sont en fait les deux faces d'une seule et même stratégie? Pour y voir plus clair, on va commencer par la première pièce du puzzle, cette fameuse accord nucléaire. Ce n'était pas juste un choix diplomatique, loin de là. C'était pour le régime une question pure et simple de survie. Il suffit de regarder les chiffres de l'économie iranienne juste avant 2015. L'inflation, elle furetait avec les 40%. Le chômage des jeunes, pareil, 40%. Et la croissance, négative, à moins 7%. La situation était intenable, vraiment. Même le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, a compris que les sanctions mettaient en danger les fondations mêmes de la République islamique. Et puis, il y avait autre chose qui hantait le régime. Un souvenir, celui du mouvement vert de 2009. Des manifestations absolument gigantesques qui ont fait trembler le pouvoir. Ça leur a montré qu'ils pouvaient être balayés de l'intérieur. Et de cette peur, un consensus a émergé. Il fallait à tout prix calmer le jeu, réduire les tensions, et même faire l'impensable, dialoguer avec l'ennemi américain. Mais comment on justifie un tel virage à 180 degrés? Comment on négocie avec celui qu'on a toujours appelé le grand Satan sans perdre la face? Eh bien, le guide suprême a trouvé la parade, un concept idéologique fait sur mesure, la flexibilité héroïque. C'est assez génial comme rhétorique. Ça permet de dire qu'on accepte un compromis, même si c'est dur, parce que c'est pour la survie du système. Il faut dire que cette dualité, elle est profondément ancrée dans l'identité chiite. C'est un peu comme l'histoire des deux fils de l'imam Ali. D'un côté, il y a Hassan. Lui, il symbolise la paix, le compromis. Et de l'autre, il y a son frère Hussein, qui incarne la confrontation, le martyr. Le régime iranien lui joue constamment sur ces deux tableaux. Et l'accord nucléaire de 2015, ça c'était clairement un moment Hassan. Ok, maintenant passons à l'autre phase du paradoxe, les actions militaires de l'Iran. Et pour les comprendre, il faut absolument revenir au traumatisme qui a fondé la République islamique. La guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988, c'est vraiment la matrice de toute la pensée stratégique iranienne actuelle. Remettons-nous dans le contexte. Le pays sort à peine de sa révolution et il se fait attaquer par l'Irak de Saddam Hussein. Et le reste du monde, il regarde ailleurs. L'Iran se bat seul. Et pire encore, la communauté internationale ferme les yeux quand l'Irak utilise des armes chimiques contre les Iraniens. Le bilan humain est juste effroyable. On parle de près d'un demi-million de victimes, rien que du côté iranien. Ce traumatisme a forgé une mentalité de plus jamais ça au plus haut sommet de l'État. Et de cette guerre est née une véritable obsession, une doctrine qui ne les a jamais quittés, créer ce qu'ils appellent une profondeur stratégique. L'idée est simple, la guerre ne doit plus jamais se dérouler sur le sol iranien. Il faut donc repousser la menace le plus loin possible, quitte à se battre chez les autres pour protéger son propre territoire. Bien. Mais alors, avec quels outils l'Iran a-t-il mis en place cette stratégie de défense qui consiste finalement à projeter sa puissance à l'étranger? La stratégie iranienne, elle repose sur deux grands piliers. Le premier, des missiles balistiques. L'aviation iranienne est assez vieillissante, donc pour pouvoir frapper ses ennemis de loin, l'Iran a massivement investi dans les missiles. Et le deuxième pilier, qui est peut-être le plus important, c'est un énorme réseau de partenaires dans la région, ce qu'on appelle des proxys, des groupes qui combattent pour les intérêts de Téhéran, mais loin, très loin de ses frontières. Et dans ce réseau, le joyau de la couronne, c'est sans conteste le Hezbollah au Liban. Créé par l'Iran dans les années 80, il est devenu un outil de dissuasion extrêmement efficace pour Téhéran, surtout face à Israël. C'est vraiment l'incarnation parfaite de cette doctrine de profondeur stratégique. Voyons maintenant comment cette stratégie s'applique concrètement aujourd'hui au Moyen-Orient, et notamment dans le cadre de la rivalité féroce qui oppose l'Iran à l'Arabie saoudite. La Syrie est très vite devenue l'arène principale de cette guerre froide régionale. Pour Téhéran, c'était vital de sauver le régime de Bachar el-Assad pour garder un allié stratégique et contenir les groupes extrémistes. Pour Riyad, c'était tout le contraire. Il fallait faire tomber Assad pour stopper ce qu'il voyait comme une dangereuse conquête iranienne de la région. Et puis, un acteur est entré en jeu et a tout changé. Daesh, l'État islamique.
Cette groupe extrémiste sunnite, qui voue une haine absolue aux chiites, a offert à l'Iran une justification en or pour son intervention. Tout à coup, il ne s'agissait plus seulement de sauver un allié, mais de mener un combat existentiel pour sa propre survie et pour celle de toute la région. Mais voilà, toute cette projection de puissance à l'extérieur, ça a un coût très, très élevé. Et ce coût, il s'est fait de plus en plus sentir à l'intérieur même des frontières de l'Iran. Fin 2017, la colère explose. Des manifestations éclatent partout dans le pays. Et cette fois, les slogans sont très différents. On entend des morts au Hezbollah. Le message de la population est limpide. On en a marre que le régime dépense des fortunes pour ses alliés étrangers, alors que nous, à l'intérieur, on souffre. La politique étrangère, qui était une source de fierté, devient soudain le symbole de la déconnexion du pouvoir. Et pour ajouter à la tension, une énorme incertitude plane sur l'avenir du pays. Qui va succéder au guide suprême, Ali Khamenei, qui est âgé et malade? Dans ce jeu de pouvoir, un acteur semble avoir une longueur d'avance. Les gardiens de la révolution. Forts de leur succès militaire, ils sont en position idéale pour peser sur l'avenir du pays. On en arrive donc à la tension centrale qui définit l'Iran aujourd'hui. D'un côté, une puissance extérieure bien réelle, mais de l'autre, une fragilité intérieure qui ne cesse de grandir. La question finale, c'est donc celle-ci. Les dirigeants iraniens ont réussi le tour de force de transformer une stratégie de survie en une véritable démonstration de puissance régionale. Mais cette force extérieure, qui a été payée au prix fort par la population, est-ce qu'elle peut vraiment durer face aux pressions qui s'accumulent à l'intérieur du pays? L'avenir de l'Iran et d'une bonne partie du Moyen-Orient dépendra de la réponse à cette question.